question, toute simple en apparence. Est-ce que c'est notre téléphone qui est à notre service ou est-ce que c'est nous qui sommes devenus les serviteurs de notre téléphone? Entre les notifs qui n'arrêtent pas et les infos angoissantes sur le climat, on a vite l'impression de plus rien maîtriser. Alors qui contrôle qui, vraiment? Alors voilà, aujourd'hui, on va essayer de décoder ensemble 3 grands défis de notre époque. Pour ça, on va s'inspirer des réflexions d'un astrophysicien qui s'appelle Aurélien Barraud. Le but du jeu, c'est de voir comment on pourrait passer d'un progrès qu'on subit un peu passivement à un futur qu'on choisit pour de bon. Et pour commencer cette exploration, on va faire un petit saut dans le temps, direction les années 70, avec l'histoire assez incroyable d'un mathématicien qui a préféré suivre ses convictions plutôt que de courir après la gloire. Son nom, Alexander Grothendieck. Faut bien comprendre que Grothendieck, c'était pas n'importe qui. Beaucoup le considèrent comme l'un des plus grands cerveaux du XXe siècle. Et pourtant, au sommet de sa carrière, après avoir complètement révolutionné son domaine, il a tout plaqué. Il a dit stop au système parce qu'il refusait que cette découverte puisse servir, par exemple, à fabriquer des armes plus efficaces. Alors, sa spécialité, la géométrie algébrique. C'est un domaine un peu abstrait. Mais pour faire simple, c'est une manière de voir les mathématiques non pas comme des calculs froids et ennuyeux, mais plutôt comme une sorte de poésie, un outil pour révéler la beauté et la structure cachée du monde qui nous entoure. Et toute sa démarche, toute sa vie, pourrait se résumer en une seule phrase. Une phrase qui peut sembler un peu bizarre au premier abord, mais qui est en fait hyper puissante. Trahir par fidélité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? L'idée, elle est simple, en fait. Pour rester vraiment fidèle à ce qui compte le plus pour soi, la paix, l'honnêteté, le respect de la vie, eh bien, il faut parfois oser trahir ce que la société, la famille ou le système attendent de nous. Grothendieck, il a trahi les attentes du monde scientifique pour rester fidèle à lui-même. Et ce choix radical de Grothendieck, il nous amène à une question qui est fondamentale et qui concerne toute la science. Est-ce que son but, c'est la poésie ou le profit? En gros, on a 2 visions qui s'affrontent. D'un côté, une science poétique, qui est là pour l'émerveillement, pour comprendre le monde. Et de l'autre, une science productiviste, qui est obsédée par le profit, les brevets, la compétition, pour dominer le monde. Et c'est important de comprendre cette différence parce que c'est souvent cette deuxième vision qui mène à des technologies qui, au final, ne nous font pas forcément du bien. Et justement, cette question du rôle de la science, elle nous amène tout droit au sujet le plus concret, le plus urgent, l'état de notre planète. On entend beaucoup parler du réchauffement climatique, et c'est normal. Mais le vrai drame, encore plus profond peut-être, c'est l'effondrement de la biodiversité, la disparition du vivant. Et pour bien se rendre compte, il y a un chiffre qui fait froid dans le dos. L'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste du monde. C'est une accélération dingue. D'ailleurs, une des conséquences directes de ça, c'est un truc dont on entend de plus en plus parler, le pergélisol. C'est le nom qu'on donne au sol qui est censé rester gelé en permanence dans les régions polaires. Le problème, évidemment, c'est qu'avec le réchauffement, il ne reste plus gelé. Et quand ils font, c'est une véritable boîte de Pandore qui s'ouvre. D'abord, ils relâchent des quantités énormes de gaz à effet de serre. C'est une vraie bombe climatique. Ensuite, ils pourraient libérer des virus et des bactéries très anciens qui sont endormis dans la glace depuis des milliers d'années. Et enfin, on le voit déjà, ils polluent les rivières avec des minéraux comme la pyrite, ce qui les rend oranges et complètement toxiques. Alors, face à tout ça, il y a un mot qui fait un peu peur parfois. C'est le mot décroissance. Mais attention, il est souvent très mal compris. Non, l'idée, c'est pas de retourner vivre à la lueur des bougies. L'idée, c'est de choisir de réduire ce qui est nuisible ou inutile, comme le gaspillage, les gadgets qui ne servent à rien, pour, au contraire, faire grandir ce qui est essentiel. La culture, les liens entre les gens, le bien-être. Et cette logique des productions à tout prix, eh bien, elle ne s'applique pas qu'à notre environnement physique, elle s'applique aussi à notre environnement numérique. Là, il y a une autre bataille qui se joue, et elle est tout aussi importante. Le but des algorithmes sur les réseaux sociaux, il est hyper simple, nous faire rester le plus longtemps possible. Sauf qu'il y a eu un tournant. Selon des lanceurs d'alerte, vers 2017, des plateformes comme Facebook se sont rendues compte que les émotions négatives, comme la colère ou la tristesse, généraient beaucoup plus d'engagement, plus de clics. Alors l'algorithme est devenu toxique par pur intérêt économique. C'est l'exemple parfait de la science productiviste dont on parlait, une techno optimisée pour le profit, pas pour notre bien-être. Et forcément, il y a des conséquences. Des conséquences bien réelles. Tenez-vous bien, plus 570%. C'est l'augmentation des hospitalisations de jeunes filles pour tentative de suicide ou automutilation depuis 2007. 2007, c'est l'année de sortie du tout premier iPhone. Le lien avec l'explosion des smartphones et des réseaux est difficile à ignorer. Alors, comment on en est arrivé là? Bon, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a le cyberharcèlement qui est devenu massif, l'accès beaucoup trop facile à des contenus violents ou porno, l'effet du scrolling infini sur un cerveau qui est encore en train de se construire, et bien sûr, il y a les fameuses bulles de filtre qui nous enferment chacun dans nos propres opinions et nous empêchent de discuter.
Du coup, la question qui se pose et qui fait beaucoup débat, c'est est-ce qu'il faudrait interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Les arguments sont vraiment complexes. D'un côté, ceux qui sont pour parlent de protection de la santé mentale et rappellent qu'un mineur ne devrait pas pouvoir accepter des conditions d'utilisation qu'il ne comprend pas. De l'autre côté, ceux qui sont contre disent que c'est techniquement impossible à appliquer et que ça risque de pousser les ados vers des applis encore pires. Ils pensent qu'il vaut mieux éduquer plutôt qu'interdire. Bon, après ce constat un peu chargé, c'est vrai, la grande question c'est comment on fait? Comment on reprend les commandes pour passer d'un futur qu'on a l'impression de subir à un futur qu'on choisit vraiment? Pour illustrer ça, il y a une histoire assez folle. C'est celle d'Alex Honnold, une légende de l'escalade qui grimpe des parois immenses à main nue sans aucune corde. La moindre erreur, c'est la mort. Et Netflix a diffusé un de ses exploits en direct, mais avec un petit différé de 10 secondes. Juste assez pour pouvoir couper l'image s'il tombait. Cet exemple, il est parfait pour comprendre ce qu'on appelle la société du spectacle. C'est un concept qui dit qu'au lieu de vivre les choses, on devient spectateur de notre propre vie. Une quête humaine, un truc incroyable et personnel, ça devient un produit de consommation, un spectacle où on peut même monétiser le risque de mort. Et c'est ça le vrai enjeu. En déléguant de plus en plus de choses à la technologie, que ce soit à nos écrans ou bientôt à l'intelligence artificielle, on risque d'affaiblir notre propre capacité à penser, à créer, à agir. On risque de perdre ce que certains philosophes appellent notre puissance d'être. Bref, de devenir passif. Et du coup, on en revient à la fameuse question de Grothendieck du début. Choisir de se déconnecter d'une appli qui nous fait du mal, refuser d'acheter le dernier gadget inutile, chaque petit acte de trahison envers la société de consommation, c'est avant tout un acte de fidélité envers soi-même et envers le monde vivant. Et voilà, pour finir, une toute dernière chose. Ce décryptage, c'est juste un point de départ, une invitation à réfléchir. C'est forcément incomplet. Alors demandons-nous, quelles sont les questions qui n'ont pas été posées ici? Quels sont les points de vue qui manquent? Finalement, la réflexion la plus importante, c'est celle qui commence maintenant.